Nous sommes dans une période d'attente, hein, évidemment, entre la sortie de la crise Covid et puis les élections présidentielles qui vont avoir lieu au mois d'avril. Vous le savez peut-être déjà, la loi de finances pour 2022 est finalement assez pauvre pour de nouvelles mesures. On est plutôt en attente après l'élection présidentielle d'une loi de finances rectificative. Alors bien entendu, ça dépendra du nouveau président. Si c'est le gouvernement Macron qui se maintient, a priori, on n'aura pas trop de changements. Si c'est la droite, a priori, d'après ce qu'on nous dit, on aura quelques allègements fiscaux. Et si c'est la droite, en revanche, un renforcement de la fiscalité. Donc, on est entré dans cette période que nous appelons, nous, les fiscalistes, de possibles petites rétroactivités, hein, c'est-à-dire qu'en matière d'impôt sur le revenu et d'imposition des bénéfices, le législateur a la faculté de changer les règles jusqu'au dernier jour, soit de l'année, soit de l'exercice. Donc, si on a une loi de finances rectificative qui intervient en juin-juillet, il est possible notamment que, je pense au taux de flat tax qui est actuellement de 30%, il est possible que ce taux augmente, notamment par une augmentation des prélèvements sociaux, mais ça c'est mon avis tout à fait personnel, ce qui me semble une des mesures les plus probables pour financer à minima la sortie de crise Covid. Après, mais sinon, en matière de fiscalité des particuliers, les gros sujets en ce moment, ce sont les sujets sur les héritages. Hein, les économistes poussent pour qu'on remette complètement à plat, en considérant que les familles riches, en fait, continuent à être de plus en plus riches et qu'il n'y a pas assez de répartition avec les autres citoyens. C'est évidemment les mêmes idées qu'on a plutôt côté gauche et écologie, avec des notions de plafonnement d'héritage. Il y a sur la table notamment aussi la suppression du régime Dutreil, qui nous ennuie beaucoup évidemment pour les transmissions d'entreprise. Voilà, mais inversement, côté gouvernement actuel, côté droite, on est plutôt parti sur des allègements, malgré, encore une fois, ces nombreux rapports d'économistes qui concluent à une remise en cause. Pour les entreprises, on n'a pas beaucoup à attendre de modifications a priori. De toute façon, vous l'avez vu et on va en reparler. Au printemps, aujourd'hui, la fiscalité de l'entreprise se décide de plus en plus au niveau européen, au niveau mondial. Donc, a priori, avec un taux de 25% hein, qui rentre en vigueur en 2022 pour les entreprises, ça devrait rester assez stable. Voilà, donc après cette introduction, vont vous présenter donc les différentes mesures. Mathieu Philippe, Philippe Brouillot, Charlotte Lepy et Caroline Maria, et moi-même évidemment, pour vous présenter donc ces différentes mesures. Je vais laisser la parole à Mathieu, qui va attaquer. Oui, merci Maury, et bonjour à tous. Donc comme chaque année, on va évoquer différents thèmes, hein, la fiscalité des particuliers, des entreprises, des mesures de TVA, contrôler le contentieux, la fiscalité internationale, et puis on finira par un petit focus sur le secret professionnel, puisque vous en avez certainement entendu parler, mais en matière fiscale, le secret professionnel a été un peu dernièrement attaqué par la loi confiance dans l'institution judiciaire. On commence sans transition par la fiscalité des particuliers avec des mesures en matière d'impôt sur le revenu.
plus-value professionnelle, de plus-value des dirigeants, différentes mesures sur les cryptoactifs, les crypto-monnaies, et puis toute une batterie d'actualités patrimoniales qui sont intervenues en 2021. Alors en matière d'impôt sur le revenu, peu de mesures finalement, mais une première mesure qui est plutôt bienvenue, qui est relative au crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Le texte prévoit que les services pour ouvrir droit au crédit d'impôt doivent être rendus au domicile du contribuable. Et il existait une doctrine administrative qui était un peu plus large et qui permettait en fait d'ouvrir la réduction d'impôt à certains services rendus en dehors du domicile. Cette doctrine avait été annulée par le Conseil d'État. Et finalement, la loi de finances vient relégaliser cette doctrine en prévoyant que les services qui seraient rendus à l'extérieur du domicile peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt dans la mesure où ils sont compris dans un ensemble de services qui inclut des services rendus au domicile du contribuable. L'exemple le plus classique, c'est l'accompagnement des enfants sur leur trajet école-domicile, qui ouvrira droit à la réduction d'impôt si le service est lié à une garde d'enfants. Donc cette mesure, elle entre en vigueur dès l'imposition des revenus 2021, ce qui fait qu'en pratique, on ne devrait pas avoir de rupture du fait de l'annulation de la doctrine administrative. Donc veillez bien simplement dans votre déclaration de revenus 2021 à bien prendre en compte l'intégralité du crédit d'impôt et à ne pas le limiter aux services qui sont rendus à domicile. Quelques réductions d'impôt, c'est la slide suivante, qui ont été prorogées comme chaque année. Donc je pense à la réduction d'impôt LMNP Censi-Bouvard qui est applicable aux résidences-services, aux résidences étudiantes, prorogée jusqu'en 2022, la réduction d'impôt de Normandie jusqu'en 2023, le dispositif test de Pinel en Bretagne qui est prorogé jusqu'en 2024, la réduction d'impôt qui est dite Coluche, qui avait été majorée en fait l'année dernière à 75% des dons, qui est prorogée jusqu'en 2023. La réduction d'impôt pour dons aux organismes de lutte contre la violence domestique avait été votée l'année dernière, qui est prorogée d'1 an, et la réduction d'impôt pour souscription au capital d'entreprises de presse, prorogée jusqu'en 2024. Alors on a ensuite différentes mesures qui sont liées aux plus-values professionnelles qui avaient été annoncées par le président Macron en septembre 2021. Certains avaient parlé de son départ en campagne. Je n'ai pas d'informations là-dessus, mais c'est juste un ressenti. Mais en tout cas, voilà, il avait annoncé toute une batterie de mesures en faveur des entrepreneurs et donc qui ont été votées en loi de finances. Donc peut-être passer à la première. Alors pour rappel, les plus-values professionnelles, hein, ça vise en fait le cas des entrepreneurs individuels qui exploitent une activité en direct, par exemple un fonds de commerce. Ça peut également concerner le dirigeant d'une société qui détient les titres d'une société, mais qui est translucide fiscalement. Donc on pense notamment au SRL de famille ou à une SNC. Donc les plus-values professionnelles recouvriront soit la plus-value de cession de l'activité, soit la plus-value de cession des titres de la société qui porte cette activité. Il y a une première mesure d'exonération, qui est une mesure assez ancienne, hein, qui est dite en fonction de la valeur des éléments transmis, qui permet d'exonérer les plus-values qui sont dégagées lors de la cession de l'activité, par exemple cession d'un fonds de commerce, et donc une mesure d'exonération lorsque la valeur du fonds n'excède pas 300 000 euros. À ce moment-là, l'exonération est totale. Et lorsque le fonds a une valeur qui est comprise entre 300 000 et 500 000 euros, l'exonération est partielle. Il y a différentes conditions qui doivent être remplies pour appliquer cette exonération, notamment que l'activité ait été exercée pendant 5 ans et que le cédant n'exerce pas en fait son activité dans l'entreprise cessionnaire postérieurement à la cession. Il faut que ce soit une véritable cession d'activité. L'exonération est très large puisqu'elle couvre l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Et le président Macron avait annoncé, et c'est voté là en loi de finances, que les plafonds de cette exonération seraient portés respectivement à 500 000 euros et à 1 million d'euros. Donc à partir de 2022, pour une cession, pour un prix inférieur à 500 000 euros, l'exonération sera totale, et entre 500 000 et 1 million d'euros, l'exonération sera partielle. Alors il y a toutefois un petit bémol à apporter à cette hausse des plafonds d'exonération, c'est la slide juste suivante. C'est qu'en fait, la loi de finances vient en parallèle redéfinir complètement la notion de valeur des actifs transmis, donc valeur des actifs transmis qui est le montant qui est pris en compte pour appliquer ces seuils d'exonération. Et en fait, cette nouvelle définition est bien plus large que la définition qu'on connaissait jusqu'alors. Et en tout cas, aujourd'hui, quand on lit le texte, on pourrait penser que cette notion va recouvrir différents éléments qui jusqu'alors n'étaient pas pris en compte pour apprécier les seuils de 300 et de 500 000 euros. Et on pense notamment à l'actif circulant, au stock, aux créances, aux marchandises neuves, qui en fait en principe ne sont pas cédées avec le fonds de commerce, en tout cas pas dans l'acte de cession de fonds, mais qui font l'objet d'une facturation à part. Il se pourrait qu'avec cette nouvelle définition, on intègre ces éléments
Et ça viendrait évidemment réduire considérablement, dans certains cas, l'effet de la hausse des plafonds d'exonération. On reste dans l'attente de commentaires de l'administration pour bien comprendre cette nouvelle notion et voir ce qu'il faudra mettre dedans pour apprécier les seuils d'exonération. Donc peut-être une vigilance particulière quand même sur ce point-là. Un autre dispositif d'exonération des plus-values professionnelles, c'est celui qui s'applique en cas de départ à la retraite de l'entrepreneur. Lorsqu'un entrepreneur cesse son activité et décide de partir en retraite, il peut bénéficier d'une exonération sous certaines conditions, et notamment de faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession. Donc ça, c'est un dispositif qu'on connaît bien, et donc qui permet à l'entrepreneur soit de céder son activité et de prendre sa retraite dans les 2 ans, soit de prendre sa retraite et de céder son activité dans les 2 ans. Compte tenu des différentes difficultés qui ont été rencontrées pendant la crise sanitaire, certains entrepreneurs, en fait, ont fait valoir leurs droits à la retraite, mais n'ont pas réussi à céder leur entreprise dans les 2 ans. Et la loi de finances vient porter ce délai de 2 ans, de 2 à 3 ans, pour permettre aux entrepreneurs de réussir à céder leur activité et à bénéficier de cette mesure d'exonération. Donc évidemment, la mesure ne s'applique qu'aux entrepreneurs qui ont fait valoir leurs droits à la retraite et qui envisagent la cession postérieure de leur activité. Et il faut que les entrepreneurs aient demandé leur droit à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Une dernière mesure en matière de plus-value professionnelle, c'est le cas qui est un peu particulier, mais de la cession d'un fonds de commerce qui est exploité en location-gérance. Puisque l'entrepreneur individuel qui a exploité un fonds peut avoir décidé de confier cette gestion à un tiers, un locataire gérant, qui va exploiter l'activité pour lui. Ça n'empêche pas l'application des exonérations en cas de cession de l'activité par le bailleur, les 2 exonérations notamment dont on vient de parler, c'est-à-dire celle en fonction de la valeur des éléments transmis et celle pour départ à la retraite. Néanmoins, ces 2 exonérations jusqu'alors n'étaient applicables que sous condition qu'on cède l'activité au locataire gérant. La loi de finances vient élargir en fait les possibilités d'application de ces exonérations en permettant que l'activité soit transmise au locataire gérant, mais aussi à toute autre personne. Alors sous condition bien évidemment de respecter le contrat de location-gérance et de céder l'intégralité de l'activité. Mais néanmoins, ces exonérations pourront s'appliquer, y compris lorsqu'on cède à un tiers, qui lui-même d'ailleurs, a priori, pourrait à son tour confier le fonds en location-gérance. En tout cas, voilà, ça ouvre considérablement le champ d'application de ces exonérations en cas de location-gérance. Alors, on bascule maintenant sur les plus-values privées des dirigeants. Donc, c'est un cas qui est un petit peu différent. C'est le cas du dirigeant d'une entreprise qui est exploitée en société, qui est soumise à l'IS et qui détient les titres de cette société. À ce moment-là, la plus-value n'est pas professionnelle, elle est dite privée, mais elle bénéficie également d'exonération, et notamment l'exonération pour les dirigeants qui partent en retraite. Donc, c'est le cas typique d'un dirigeant qui prend sa retraite et qui cède les titres de son entreprise. Il y a une mesure de faveur là aussi dans ce cas-là, ce qui est un abattement fixe sur la plus-value de cession de ces titres, qui est un abattement de 500 000 €. Et la plus-value est ensuite soumise soit à la flat tax de 30%, soit sous condition au barème progressif. Il y a là aussi une condition, comme en matière de plus-value professionnelle, que le dirigeant cesse son activité et fasse valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la cession. La loi de finances apporte 2 modifications à ce dispositif. D'abord, elle le proroge de 2 ans, puisqu'il devait s'achever au 31 décembre 2022. Il s'appliquera jusqu'en 2024. Et là aussi, de la même façon qu'en matière de plus-value professionnelle, compte tenu du contexte économique et sanitaire, on porte le délai pour faire valoir les droits à la retraite de 2 à 3 ans. Alors, les crypto-monnaies ensuite, donc c'est un régime qui a été défini, on vous en a parlé il y a 1 ou 2 ans. La loi était venue encadrer en fait les gains qui sont réalisés par les contribuables, par les particuliers, au titre des cessions de crypto-monnaies, de crypto-actifs. Et finalement, il s'est révélé que le dispositif qui avait été adopté n'est pas complètement satisfaisant, notamment parce que, en fait, il est fondé sur une distinction qui est liée à la qualification professionnelle ou non professionnelle de l'activité qui est conduite par le contribuable. Et le dispositif qui avait été voté prévoyait en fait un critère qui était assez subjectif pour déterminer que l'activité était professionnelle ou non professionnelle. Et en fait, ce critère était lié au caractère habituel ou non de l'activité, ce qui est assez subjectif, puisque finalement, il fallait regarder la fréquence des opérations qui étaient exercées par le contribuable et le montant des gains. Et en fonction de ça, on déterminait si l'activité était professionnelle ou non,
et le régime d'imposition qui en découlait était différent. Et en fait, il s'est révélé que le montant des gains en matière de crypto-monnaie peut être parfois élevé pour une seule opération. Et il s'est également révélé que en fait, la fréquence des opérations par certains contribuables peut être absolument énorme pour finalement des gains qui sont peut-être pas significatifs. Donc le régime qui avait été adopté n'était finalement pas très satisfaisant. Et il a été décidé de définir le caractère professionnel ou non de l'activité par référence aux critères qui s'appliquent en matière d'opérations boursières. Des critères qui sont un peu plus objectifs, qui sont les 2 critères en bas de slide, où en fait on pourra considérer que le contribuable exerce une activité professionnelle s'il bénéficie de frais de transaction préférentiels en contrepartie d'un engagement à échanger un certain volume d'actifs numériques par mois, ce qui est quand même un cas assez particulier et qui caractérise le côté un peu professionnel de son activité, ou qui recourt à des outils professionnels ou à des pratiques de trading, mais qui sont assez complexes. Donc ce ne sera désormais que dans ce cas-là qu'on pourra qualifier l'activité de professionnelle, ce qui a priori va quand même réduire le champ finalement des activités professionnelles et élargir le champ des activités non professionnelles. Alors quel est l'impact de tout ça, de cette qualification de professionnel ou non? C'est le nouveau régime qui sera applicable à compter de 2023. C'est-à-dire que chaque fois que l'activité pourra être qualifiée de professionnelle, le contribuable sera imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, c'est-à-dire des BNC, ce qu'on appelle les BNC, et non plus des BIC comme c'est le cas aujourd'hui. Et s'agissant des gains, lorsque l'activité est non professionnelle, ils seront imposés à la flat tax qu'on connaît aujourd'hui, donc le taux global de 30%, impôts et prélèvements sociaux inclus, avec une option possible pour une imposition au barème progressif, qui, attention, est globale et concernera tous les gains de l'année. Néanmoins, cette option, elle est exercée au moment de la déclaration de revenus, comme en matière de dividendes, par exemple. Et donc, on peut attendre, en fait, finalement, l'année suivante pour décider si on a intérêt à rester à la flat tax ou, au contraire, opter pour l'imposition au barème progressif. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur les cryptoactifs. Et je vais laisser la parole à Charlotte qui va vous parler des actualités patrimoniales. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Alors, dans les actualités patrimoniales, on va vous présenter trois actualités. Une première qui est relative au pacte Dutreil. Comme vous l'avez indiqué dans la présentation pour la loi de finances 2019, le législateur avait modifié un certain nombre de parties dans le dispositif du pacte Dutreil. On attendait les commentaires administratifs relatifs à ces différentes modifications qui sont arrivés en avril 2021. Ces commentaires, en fait, ont été mis en consultation publique pendant un certain temps. Et en fait, on a constaté dans ces commentaires que l'administration avait été beaucoup plus loin que ce qu'avait prévu le législateur dans le dispositif. Et l'administration fiscale a publié ses commentaires définitifs le 21 décembre 2021. Et on a été rassuré sur un certain nombre de points puisqu'il y avait des restrictions apportées au dispositif qui mettaient en œuvre, qui rendaient vraiment compliqué la mise en œuvre du dispositif. Donc, on vous présente différentes précisions. La première est la confirmation de l'exclusion en fait, des activités de locaux meublés à usage d'habitation. La deuxième, qui est une précision très importante, est relative aux fonctions de direction qui doivent être assurées pour respecter le dispositif. L'administration fiscale avait prévu en fait de distinguer la période d'engagement collectif de conservation et la période individuelle de conservation et considérer que le donateur ne pouvait pas être celui qui assurait les fonctions de direction pendant la période d'engagement individuel. Et donc, ces derniers commentaires administratifs sont venus, en fait, sont revenus là-dessus. Et donc, le donateur pourra, en fait, assurer les fonctions de direction à la fois pendant la période d'engagement collectif, mais également pendant la période d'engagement individuel. Une autre précision sur l'abandon de l'activité ou l'exercice d'activités nouvelles pendant la durée des engagements. Les commentaires administratifs nous indiquent que cet abandon est possible. L'important, en fait, est que la société continue à exercer une activité éligible. Une dernière précision importante également, dans le cadre de l'interposition de sociétés pour le bénéfice du régime du pacte Dutreil, on avait un doute en fait sur la notion de conditions de maintien inchangé des participations. En fait, dans le cadre de l'interposition de différentes sociétés, pour que le bénéfice du pacte Dutreil soit maintenu, il faut que
la chaîne de participation du donateur jusqu'à la société qui fait l'objet de l'engagement collectif maintiennent ces participations. L'administration, dans ses commentaires, avait indiqué que ce qui devait rester inchangé était le pourcentage de participation et non le nombre de titres, ce qui rendait en fait, par exemple, impossible des augmentations de capital puisqu'on avait une dilution de la participation. Et l'administration est venue nous confirmer que c'était bien le nombre de titres qui devait être conservé et que le taux de participation en fait n'était pas impacté. Donc ces commentaires en fait ont été vraiment importants pour l'application du régime. Ensuite, une autre actualité concernant les holdings animatrices. Comme vous le savez, la notion de holding animatrice a fait l'objet depuis un certain temps d'une jurisprudence fournie, puisque cette notion, en fait, déclenche l'application de certains dispositifs favorables, tels que le dispositif du pacte Dutreil ou, par exemple, l'exonération des titres pour l'IFI. Pour rappel, on a 3 types de holding. Les holdings purs, qui sont donc celles qui détiennent les titres des sociétés, mais qui n'exercent aucune activité, donc elles reçoivent simplement les dividendes en échange. On a les holdings mixtes, où en fait la société ne se contente pas de détenir les titres, mais rend des services administratifs à la société d'exploitation. Seulement, l'administration et la jurisprudence nous disent que le fait de rendre des services, ce n'est pas suffisant pour qualifier d'animatrice. Pour rentrer dans la qualification de holding animatrice, il faut en fait exercer une activité d'animation des différentes sociétés. Et cette activité d'animation, elle est concrétisée par le fait de donner des orientations stratégiques aux sociétés du groupe. Donc, on a eu encore cette année 2 arrêts en matière de holding animatrice. Pour rappel, en fait, pour bénéficier des différents régimes, il faut que le contribuable apporte la preuve que la holding est bien animatrice dès avant le fait générateur de l'imposition, donc c'est-à-dire dès avant la mise en place du dispositif. Et le Conseil de la Cour de cassation est venu préciser donc, cette notion d'animation et notamment apporter différents éléments sur la charge de la preuve qui doit être apportée et précise que l'animation en fait, doit être bien sûr effectible et non simplement potentielle, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre en place une convention d'animation. Dès l'instant où elle n'est pas appliquée dans les faits, on ne peut pas qualifier la holding animatrice. Et dans un deuxième arrêt, la Cour de cassation a également indiqué que si le contribuable ne rapportait pas la preuve en fait, que la holding assurait la gestion stratégique et notamment qu'elle avait des décisions sur les orientations stratégiques du groupe, elle ne pouvait pas être qualifiée d'holding animatrice. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, la conclusion soit de contrat, soit de convention d'animation en soi ne suffit pas. Il faut vraiment apporter une preuve concrète que des décisions sont prises de la part de la holding. Ensuite, une dernière actualité en matière patrimoniale concernant les management packages. Donc, vous savez aussi que l'administration fiscale et les URSSAF tentent ces dernières années de requalifier les gains qui sont tirés de management package en salaire, lorsque notamment les titres sont attribués donc, dans des conditions préférentielles octroyées en lien avec la qualité de salarié, mais également lorsque l'administration constate qu'il n'y a aucune prise de risque financier qui est prise par l'investisseur. Donc, ces 2 éléments, en fait, étaient au départ vraiment les critères qu'on avait cru voir se dégager dans la jurisprudence relative au management package. Et jusqu'à présent, ce qu'on pouvait se dire, c'était que dans la mesure où le manager prenait un risque financier, on pouvait écarter la requalification en salaire du management package. Or, 3 arrêts du Conseil d'État du 3 juillet 2021 sont venus un petit peu remettre en cause ces 2 critères, puisque le Conseil d'État écarte complètement le critère de la prise de risque financier. Ce n'est pas un critère qui à lui seul suffisant pour écarter la qualification du gain en salaire, et en fait pose le critère principal dans le lien avec l'exercice des fonctions de dirigeant aux salariés. Donc, dans la mesure où l'administration prouve que les gains trouvent essentiellement leur source dans l'exercice des fonctions de dirigeants ou de salariés, on a une requalification du management package
en salaire et non pas l'application du régime des plus-values de cession de titres. On a un deuxième arrêt du Conseil d'État du 17 novembre 2021 qui est venu confirmer cette position et appliquer la nouvelle grille d'analyse qui a été faite par le Conseil d'État lors de ses arrêts du 13 juillet 2021. Et donc, cet arrêt-là confirme bien que le critère principal est la source essentielle dans les fonctions de direction. On a pu tirer de ces deux arrêts des exemples d'indices en fait, qui permettraient au juge de considérer que les gains sont liés à la fonction de direction. Donc, c'est notamment tout ce qui est indiqué dans la documentation juridique qui pose la condition en fait, du maintien dans l'entreprise du manager. Ça va être aussi des clauses d'incessibilité des titres jusqu'à la fin du management package, puisque ça démontre vraiment qu'en fait, le manager n'est pas libre de céder ses titres et donc ne peut pas faire sa gestion patrimoniale tout seul. Les clauses d'obligation d'exclusivité et de loyauté également sont retenues, les clauses de leaver. Et puis, ce qu'on voit souvent dans les LBO, c'est quand la plus-value en fait, du manager est conditionnée à la réalisation d'objectifs de performance. Là, on constate que le lien avec la fonction de direction est fait. Donc, ces arrêts, en fait, ont vraiment été dans le sens d'une requalification des gains en salaire. Donc, on a une grande incertitude sur ce type de montage aujourd'hui. C'est pour cela que différents groupes de travail ont été mis en place afin de proposer des solutions aux législateurs pour sécuriser le régime fiscal de ces gains. Je vais laisser la parole à Caroline sur la partie fiscalité des entreprises. Merci Charlotte et bonjour à tous. La loi de finances a apporté plusieurs changements en matière de fiscalité des entreprises. Et tout d'abord, un mot sur l'impôt sur les sociétés. La loi de finances n'a pour le coup pas apporté de modification à la trajectoire de baisse du taux d'IS qui est donc bien maintenu à 25% pour toutes les entreprises, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Sur l'amortissement fiscal temporaire des fonds commerciaux, alors, pour rappel, il faut donc bien distinguer le fonds commercial du fonds de commerce dont il n'est en réalité donc qu'une composante. Le plan comptable général définit le fonds commercial comme un élément résiduel du fonds de commerce qui est constitué des éléments incorporels de ce fonds. Donc, comptablement, il existe une possibilité d'amortir le fonds commercial lorsque celui-ci a une durée d'utilisation prévisible limitée. Dans ce cas-là, on peut amortir comptablement le fonds de commerce sur la durée prévisible d'exploitation. La loi de finances a apporté deux éléments. Dans un premier temps, elle a inscrit dans la loi le principe selon lequel le fonds commercial n'est pas déductible fiscalement. Mais toutefois, elle apporte une exception à ce principe et permet temporairement aux entreprises de déduire de leurs résultats imposables l'amortissement qui est constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux qui sont acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Il y a donc un alignement temporaire de la fiscalité et de la comptabilité sur ce point. Sont uniquement concernées par ce dispositif les entreprises soumises à l'IS et celles qui relèvent de l'IR suivant un régime réel dont les résultats relèvent des BIC. Donc, sont exclus les artisans et les BNC. Sur les crédits d'impôt. La loi de finances pour 2022 crée un nouveau crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative qui concerne les dépenses facturées aux entreprises par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d'un contrat de collaboration qui serait conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
Pour rappel, ce crédit d'impôt a en réalité été créé pour pallier à la suppression par la loi de finances pour 2021 du mécanisme de doublement des dépenses sous-traitées à des organismes publics pour la détermination du crédit d'impôt recherche. Donc, voilà, ce crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative a pour objectif de pallier à cela. Il sera égal à 40% des dépenses facturées, retenues dans la limite de 6 millions d'euros par an. Le seuil de 40% est élevé à 50% pour les PME au sens européen. S'agissant du crédit d'impôt innovation qui devait cesser de s'appliquer pour les dépenses réalisées à compter du 31 décembre 2022, le législateur a reconduit pour 2 ans ce crédit d'impôt innovation qui s'applique donc jusqu'au 31 décembre 2024. S'agissant du report en arrière des déficits, donc le carryback, comme vous le savez, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, sur option, imputer le déficit qui est constaté à la clôture d'un exercice sur le bénéfice de l'exercice précédent dans une certaine limite. Jusqu'à aujourd'hui, la base d'imputation du déficit reporté en arrière s'entendait du bénéfice fiscal de l'exercice précédent et à l'exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a été distribué ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédit d'impôt. La loi de finances vient réduire la base d'imputation de ce déficit en excluant également du bénéfice d'imputation la fraction du bénéfice qui a donné lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés au moyen de réduction d'impôt. Donc, en pratique, ça vise essentiellement la réduction d'impôt mécénat. Pour la suite, je vais laisser la parole à Philippe qui va vous présenter les nouveaux changements, notamment en matière de taxes sur les plateformes Internet. Merci Caroline. Je profite d'avoir la main pour vous dire, chers amis, que si vous avez des questions, on vous laisse les poser dans la messagerie de Teams et on y répondra en fin de présentation en fonction du temps qui nous restera et si elles ne sont pas trop compliquées. Si elles sont compliquées, on vous recontactera par ailleurs. Alors, la taxe sur les plateformes Internet, donc c'est une taxe, c'est plus anecdotique qu'autre chose, puisque c'est une taxe qui concerne très peu d'opérateurs et qui concerne les plateformes Internet de mise en relation pour des services de transport de passagers ou de livraison de marchandises. Donc ça concerne surtout Uber et Deliveroo. Et c'est une taxe qui s'applique au chiffre d'affaires net de ces opérateurs, net des rétributions aux indépendants et notamment aux restaurateurs. Donc c'est une taxe dont le taux ne dépassera pas 0,5% du chiffre d'affaires et c'est une taxe qui sera recouvrée dans les mêmes conditions que la TVA. Donc encore une fois, une taxe dont le périmètre est assez limité, dont le rendement lui-même devrait être limité et qui a surtout pour objet de financer une nouvelle autorité, comme on aime bien le faire en France, qui s'appelle l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Et c'est une autorité qui est chargée de gérer les relations sociales entre les indépendants qui recourent à ces plateformes et les plateformes. Donc le gouvernement qui avait annoncé sa volonté de ne pas créer de nouvelles niches et de nouvelles taxes dont le rendement est faible, là on voit qu'il ne tient pas tout à fait ses engagements. Alors ensuite, on va parler un peu de restructuration. On voulait insister sur un sujet qu'on traite de façon assez fréquente, qui est le transfert des déficits fiscaux en cas de restructuration et notamment en cas de fusion. Vous savez que quand on a une fusion de société, on peut transmettre les déficits de l'absorbé à l'absorbante, soit par voie d'agrément, soit si le montant des déficits est inférieur à 200 000 euros, automatiquement. Donc, ayez bien ça en tête, hein, si le montant
des déficits de l'absorbé est inférieur à 200 000 €, vous n'avez pas besoin d'agrément. Si par contre, vous avez besoin d'un agrément, eh ben, il y a des conditions qui sont prévues par la loi fiscale, et notamment en termes de continuité d'activité. Et les conditions sont définies de façon objective, entre guillemets, puisque le texte nous dit qu'on ne doit pas avoir de changement significatif en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation, de nature et de volume d'activité. De façon très pratique, pour ceux qui ont eu la chance de vivre ce genre de dossier avec nous, vous avez vu que en fait, l'administration va s'intéresser à 3 critères. Le critère du chiffre d'affaires, le critère du nombre de salariés et le critère de la valeur brute des actifs de l'absorbé. Et ce que va faire l'administration, c'est qu'elle va suivre ces critères sur les 3 années après la fusion, et elle va regarder s'il y a des changements significatifs sur ces 3 critères, et elle va même déterminer la quotité des déficits qui va être transmis en fonction de l'évolution de ces 3 critères, avec des moyennes, voire des moyennes pondérées, et faire un calcul finalement qui sera purement mathématique à partir de ces données. Et ce que nous dit le Conseil d'État dans cet arrêt du 2 avril 2021, c'est qu'il ne faut pas être aussi rigoureux, entre guillemets, c'est qu'il ne faut pas forcément regarder l'évolution de ces différents critères de façon mathématique, mais il faut vraiment se poser les questions de l'importance de l'évolution des différents critères au regard de la continuité de l'activité, qui est ce qu'on recherche in fine. Et dans le cas où, par exemple, et c'était le cas de cet arrêt, dans le cas où on a une baisse des effectifs qui est bien de nature à favoriser le maintien de l'activité et notamment le maintien du chiffre d'affaires, eh ben, on peut considérer dans ce cas-là que les visites sont bien transférables de façon intégrale. Dans ce cas-là, on avait en fait une baisse d'effectifs qui était due au fait qu'on avait décidé de sous-traiter les opérations que la société faisait, et donc de façon mécanique, effectivement, on avait une baisse des effectifs. Donc ça veut dire que c'est plutôt rassurant pour nous, puisque ça montre que le juge demande à l'administration d'être intelligent et de ne pas regarder les différents critères de façon automatique, mais de bien se poser la question de ce qu'ils veulent dire et de la réalité de la continuité d'activité. Donc on s'est déjà servi d'ailleurs de cet arrêt dans certains dossiers, et on a vu que l'administration accepte bien évidemment de se rallier à la position du Conseil d'État. Un autre exemple d'opération de transfert de déficit, donc ça c'est un rescrit. Donc vous savez que les rescrits, c'est la possibilité pour une entreprise ou pour un particulier d'ailleurs de demander une position formelle de la part de l'administration sur une opération particulière. Et là, dans ce cas-là, une entreprise a demandé la confirmation que s'il y a un changement d'activité de l'absorbante, autrement dit, si l'opération de fusion emporte un changement d'activité de l'absorbante, ça ne remet pas en cause la possibilité de report des déficits de l'absorbé qui sont transférés dans le cadre de la fusion. Donc il faut bien avoir en tête qu'il y a une espèce de tunnelisation des déficits. D'une part, les déficits de l'absorbé, qui sont transférables à l'absorbante et utilisables par l'absorbante dans la mesure où on répond aux différents critères qu'on a vus avant, d'une part, et d'autre part, les déficits de l'absorbante qui, eux, vont continuer à être reportables sous réserve que l'absorbante ne subisse pas de changement d'activité. Donc on a bien une double lecture et une double vision de ces déficits qu'il faut bien avoir en tête et qu'il faut bien faire sur un plan technique.
Alors, je vais passer à un autre sujet qui est le régime mère-fille. Donc, le régime mère-fille, vous savez tous que c'est la possibilité pour une entreprise d'exonérer à 95%, voire à 99%, les dividendes qui remontent de ses sociétés filiales. Et on voulait attirer votre attention sur le fait que même pour un régime qui peut paraître automatique, il peut y avoir des cas où l'administration considère qu'on est dans des cas d'abus, on est dans des cas d'abus de droit, et on utilise de façon abusive le régime mère-fille. Et c'est vrai que le législateur et le Conseil d'État n'ont eu de cesse de rappeler que le régime mère-fille, il avait pour objectif de favoriser l'implication de sociétés dans le développement de leurs filiales pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française. Donc ça veut dire que, encore une fois, ce régime est applicable sous certaines conditions, bien sûr, mais sous la condition générale qu'on entre dans l'objectif qui était fixé par le législateur. Et vous vous souvenez qu'il y a un certain nombre d'années, il y a eu plusieurs décisions sur des affaires, sur des montages qu'on a appelés les montages coquillards, qui étaient le fait qu'on avait imaginé que certains fiscalistes dont on n'est pas avaient imaginé que ça pouvait être intéressant de faire acheter à leurs clients des sociétés qui n'avaient plus d'exploitation, qui n'avaient plus d'activité, mais qui avaient du cash, de faire remonter ce cash via le régime mère-fille et de constater de façon parallèle des pertes déductibles via notamment des provisions sur les titres. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais en tout cas, il y avait des montages imaginés pour bénéficier du régime mère-fille, et le législateur et le Conseil d'État avaient considéré à cette occasion que l'utilisation du régime mère-fille elle-même était abusive et était contraire à l'objectif qui était poursuivi par le législateur. Donc là, on a un exemple, même si c'est pas un schéma coquillard, mais un exemple dans lequel le Conseil d'État s'est posé la question de l'abus de droit, et la réponse du Conseil d'État, c'est que il n'y avait pas dans le cas présent, il n'y avait pas d'abus dans la mesure où en fait l'administration n'avait pas démontré le fait que l'opération avait un objectif exclusivement fiscal. Alors je voulais vous montrer cette décision quand même parce que elle pose question dans la mesure où vous savez que depuis 1 an, 2 ans, on a de nouveaux textes sur l'abus. Auparavant, on ne parlait d'abus de droit que dans le cadre d'opérations exclusivement fiscales. Et on a un nouveau texte, le L64A, dans lequel on peut avoir un abus de droit en cas d'opération principalement fiscale. Et on a aussi un nouveau texte anti-abus sur l'impôt sur les sociétés qui s'applique à toutes les opérations qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés, l'article 205A du Code général des impôts, qui contient à peu près les mêmes dispositions. Donc ça veut dire que la question que je me pose, c'est si ces décisions avaient été prises aujourd'hui avec les nouveaux textes qui sont applicables à ce jour, est-ce qu'on aurait eu la même conclusion? Je ne suis pas sûr. Donc attention, c'est ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que l'application du régime mère-fille, oui, c'est applicable dans la mesure où vous répondez aux conditions d'application du texte, mais on a toujours ce principe général d'abus et il faut toujours se poser la question, est-ce que j'applique le texte en fonction de l'objectif qui a été fixé par le législateur? On passe à un autre sujet, sans transition, un sujet sur la déduction des intérêts entre sociétés liées. Donc là, vous savez qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui peuvent empêcher
en fait de déduire 100% des intérêts qui sont supportés par votre entreprise, et dans le cas notamment où ce sont des intérêts intra-groupes que votre société verse à des sociétés qui lui sont liées. Et la question que l'on a aujourd'hui, c'est les liens de dépendance, comment on les apprécie, dire que deux sociétés sont liées, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le texte du Code général des impôts a une définition qui lui est propre et qui ne renvoie pas, en tout cas, à la définition un petit peu générale dont on se sert habituellement pour définir le contrôle, qui sont les articles L233.3 à 10 du Code du commerce. Mais on s'est rendu compte dans une décision, donc cette décision de la Cour d'appel de Versailles du 28 septembre 2021, que la Cour elle-même accepte finalement de prendre en compte une définition du contrôle qui n'est pas prévue par le texte sur la déductibilité des intérêts. C'est-à-dire que la Cour d'appel elle-même est allée voir cette notion de contrôle en fonction d'éléments qui vont au-delà du texte sur la déduction des intérêts. Et notamment sur la demande du contribuable, et c'est ça qui est intéressant, elle est allée voir ce qui a été dit dans le pacte d'actionnaires pour voir s'il y avait une action de concert qui était organisée entre les actionnaires et qui pouvait permettre de considérer que les actionnaires qui étaient partis à ce pacte d'actionnaires pouvaient être considérés comme ayant le contrôle de la société. Et s'il y a contrôle, ça veut dire que l'article 212 du Code général des impôts sur la déduction des intérêts est applicable et qu'il emporte toutes ses conséquences. Là, dans ce cas-là, c'était favorable au contribuable puisque ça permettait d'aller au-delà du taux publié par l'administration fiscale sur les comptes courants associés. Mais ça peut se révéler défavorable. On a parlé du management package il y a quelques minutes. Et bien, ça veut dire qu'on donne du grain à moudre à l'administration, puisqu'on lui donne le pacte d'associés qu'elle pourra utiliser notamment pour regarder les conditions dans lesquelles les plus-values sont attribuées aux dirigeants de l'entreprise et notamment, pourquoi pas, pour tenter de requalifier ces plus-values en salaire ou autre. Donc, attention à ces différentes notions. On part un peu dans tous les sens sur ces choses-là et ça peut avoir des effets induits défavorables pour les contribuables. On passe, alors, donc, toujours sur les intérêts financiers, c'est un rappel plus qu'une nouveauté, la preuve de la normalité du taux d'intérêt pratiqué. Vous savez qu'on peut déduire un intérêt dans la mesure où on démontre de la normalité du taux. Là, ce que rappelle la Cour d'appel de Paris, c'est qu'il faut définir la normalité de ce taux aux bornes de l'entreprise qui emprunte et qui ne suffit pas de dire qu'une autre entreprise du même groupe, en l'occurrence c'était une SCI qui appartenait à la société qui avait emprunté, aurait pu emprunter à un établissement bancaire à ce taux-là. Hein, les juges sont très stricts sur l'application de ces textes et ils exigent que l'on démontre vraiment que la société qui emprunte aurait pu emprunter au même taux auprès d'un établissement financier. Donc c'est vraiment la tendance jurisprudentielle. Alors on passe, si vous voulez bien, à la TVA. Donc quelques mots sur la TVA. Donc le texte de loi de finances contient un certain nombre d'aménagements techniques sur la TVA. On ne va pas tous les passer en revue. On va dire un mot sur l'exigibilité de la TVA sur les acomptes. Si tu veux bien passer, Caroline. Voilà, donc sur les acomptes, ça c'est un changement très important de façon pratique. C'est que vous savez que sur les acomptes, sur les livraisons de biens,
jusqu'à maintenant, on considère que la TVA n'est exigible que lors de la réalisation de faits générateurs, c'est-à-dire la livraison. Donc les acomptes, en principe, les acomptes sur les livraisons de biens sont hors taxe et on attend la livraison du bien pour liquider la TVA. Il y a ton micro qui est coupé, Philippe, je crois. Excusez-moi. Donc je vais reprendre. Donc ce que je disais, c'est que la non-application de la TVA sur les acomptes est contraire aux principes européens. Donc la France a dû se conformer à ces principes européens. Et donc à partir du 1er janvier 2023, il faut facturer la TVA sur les acomptes sur les livraisons de biens, alors même que la livraison de biens n'est pas encore intervenue. Donc le fait de différer l'application effective du texte au 1er janvier 2023 devrait vous permettre de bien paramétrer vos systèmes d'information d'ici là pour encore une fois bien appliquer la TVA dès la facturation des acomptes. Alors, un mot sur la. Alors ça, c'est pas la loi de finances, mais c'est l'actualité de l'année sur la facturation électronique et la transmission de données de transactions. Donc le e-invoicing. Vous savez que on va vers plus de dématérialisation des données entre les entreprises. Le but étant, un des buts étant, enfin, c'est pas le premier objectif qui est affiché par l'administration fiscale, mais c'est sûrement le plus important, de faciliter les contrôles de l'administration fiscale, puisque le fisc aura à disposition des données qui seront automatiquement transmises par les plateformes de facturation et les plateformes de dématérialisation. Donc l'obligation de transmettre les factures électroniquement, elle est mise en œuvre en France à compter du 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, à compter de 2025 pour les ETI et à partir de 2026 pour les autres entreprises. Donc 2026, c'est relativement proche parce que ça veut dire que d'ici là, il faudra que toutes les entreprises aient trouvé leur plateforme de dématérialisation pour être certain de pouvoir transmettre leurs factures par voie électronique à leurs clients entreprises. Donc ça va être, c'est un vrai enjeu, c'est une vraie difficulté. Ce que dit l'administration fiscale, c'est que tout ça, ça va générer des économies parce que ça coûte moins cher d'émettre des factures électroniques que des factures papier. Mais je pense qu'il va y avoir un coût très important de mise en place de temps et d'argent avec la signature des contrats avec les plateformes de dématérialisation. Donc attention à ça, il faut l'anticiper bien sûr et être capable de rentrer dans les clous en fonction de la taille de vos entreprises. On passe à un autre thème qui est le régime des ventes à distance. Donc là, c'est un peu pour rappel, hein, parce que c'est un régime qui a été modifié en juillet dernier. Donc vous savez qu'aujourd'hui, pour les ventes à distance, donc pour les ventes B2C d'un État membre vers un autre État membre, le seuil de déclenchement de la TVA dans l'État membre du consommateur a fortement baissé, puisqu'il est maintenant seulement de 10 000 euros. Et donc, ça veut dire que à partir de 10 000 euros de vente dans un État membre de l'Union européenne,
vous avez l'obligation de liquider la TVA dans l'état de consommateur. Donc on en vient finalement aux principes qui ont été fixés par les premières directives européennes, les premières directives européennes et les principes même de la TVA, c'est essayer de facturer le plus possible la TVA dans le pays de consommation. Alors évidemment, c'est compliqué, puisque ça veut dire qu'on peut avoir une multitude d'états de consommation, donc une multitude de déclarations de TVA à faire. Et la bonne chose, c'est qu'il y a un système de guichet unique, hein, ce qu'on appelle le one-stop shop, qui permet d'effectuer toutes ces formalités sur un guichet unique, hein, sur un portail qui est à votre disposition via impôts.gouv. Donc il faut s'inscrire bien sûr, il faut disposer d'un numéro particulier, mais les choses semblent fonctionner assez bien et le système a été plutôt bien pensé et d'ores et déjà applicable. Et les remontées qu'on en a, c'est que ça fonctionne. Donc voilà, je vais pas plus loin parce que le sujet est un peu technique, mais si vous avez ce genre de vente à distance, il faut bien prendre en compte cette nouvelle réglementation. Alors, je crois qu'on a fini avec l'impôt des entreprises. Donc, on va passer à un autre thème qui est le contrôle et contrôle fiscal. Et je passe la parole à Mathieu. Merci Philippe. Alors, quelques mesures et actualités en matière de contrôle et de contentieux. Alors, on commence par la transposition de la directive d'ACCET. L'année dernière, on vous parlait d'ACCIS. On passe désormais à la directive communautaire d'ACCET, qui va permettre en fait des contrôles fiscaux conjoints entre les administrations fiscales de différents États membres de l'Union européenne. On ne va pas trop rentrer dans le détail, mais évidemment, l'affaire présente un intérêt commun avec d'autres États membres. Et le contrôle conjoint, à partir de là, pourrait être mis en place, sous réserve bien sûr que les fonctionnaires étrangers soient habilités et mandatés. Mais en tout cas, à compter du 1er janvier 2024, et sauf en matière de TVA, il sera possible que pendant un contrôle fiscal, vous ayez un fonctionnaire étranger qui soit présent, qui examine les documents, qui vous interroge et qui puisse recueillir différents moyens de preuve qui serviront ensuite à un second contrôle dans un autre État membre. Alors, d'autres modifications à la loi de finances sur les manquements aux règles de facturation. Il y a deux amendes principalement en matière de manquements aux règles de facturation. La première, c'est lorsqu'on ne délivre pas une facture. L'amende est très élevée puisqu'elle est de 50% du montant de la transaction, qui peut être réduite à 5% si on démontre qu'on a quand même comptabilisé l'opération. Et lorsqu'on est dans un cas simple d'inexactitude ou d'omission sur les factures, par exemple le manquement d'une mention particulière, l'amende est de 15 euros par facture concernée. Le Conseil constitutionnel en fait, est venu rappeler que pour la première amende, celle de 50%, elle devait être quand même proportionnée, c'est le principe de proportionnalité des peines. Et dans ce cadre-là, la loi de finances en fait, vient plafonner l'amende pour défaut de facturation à un montant de 375 000 euros. Donc le plafond peut sembler élevé, mais en fait en pratique, c'est des amendes qui peuvent atteindre des sommes considérables. Donc c'est plutôt bien mieux d'avoir ce plafond. Et s'agissant de la deuxième amende, pour inexactitude ou omission, en fait on a un élargissement du droit à l'erreur qui est plutôt bienvenu et qui permettra aux contribuables, en cas de première infraction commise au cours de l'année et des 3 années précédentes, de réparer spontanément son omission et donc d'éviter l'amende. Ce qui est important de rappeler, c'est que ces règles, elles s'appliquent à compter de 2022, mais elles s'appliquent aussi aux procédures et aux contentieux en cours. Alors, un durcissement en fait, des contrôles qui sont réalisés lorsqu'un contribuable détient des avoirs à l'étranger qu'il n'a pas déclarés. Donc, on pense évidemment aux comptes bancaires à l'étranger, contrat de capitalisation, contrat d'assurance vie ou au trust. Chaque fois que le contribuable n'a pas déclaré ses avoirs, en fait, une majoration de 80% s'applique au rappel d'impôts et d'impôts sur la fortune qui s'appliquerait au titre de ces avoirs, donc au titre des revenus qui ont été dégagés sur les comptes bancaires à l'étranger, par exemple. Cette majoration, elle est portée à 80%, elle est appliquée en pratique assez strictement par l'administration, puisque, comme vous vous souvenez, il y a eu une cellule de régularisation qui avait été créée il y a quelques années, qui a été fermée,
le motif de la création de cette cellule, c'était de dire régulariser votre situation et bénéficier de remises sur les majorations. Mais une fois que la cellule sera fermée, on sera plus intransigeant. On vient en fait renforcer cette intransigeance puisqu'on prévoit désormais que tous les déficits et les réductions d'impôts dont aurait pu bénéficier le contribuable au titre des avoirs qu'il avait à l'étranger, qu'il n'avait pas déclarés, ne pourront plus s'imputer sur les rappels d'impôts qui seront prononcés par l'administration. C'est évidemment très important puisque lorsqu'on détient un compte à l'étranger, on peut avoir réalisé des pertes sur certaines opérations et on bénéficie aussi en principe de réductions d'impôts qui sont liées à l'application des conventions fiscales internationales. Ben, a priori, ces pertes et ces réductions d'impôts ne bénéficieront plus aux contribuables. Ce qui, à mon sens, doit nous pousser à réfléchir et à pousser les contribuables à régulariser leur situation, puisqu'il existe encore des cas, et on l'a vu encore cette année au cabinet, dans lesquels on arrive à négocier avec l'administration une remise des majorations de 80 à 40%. Et à mon sens, on pourrait, dans ce cadre-là, si on obtient cette remise, en cas de régularisation spontanée du contribuable, demander à bénéficier des déficits et des réductions d'impôts correspondants. Donc voilà, donc à mon avis, ça pousse, c'est un texte qui vient pousser les contribuables qui n'ont pas encore fait, mais il en reste encore, à régulariser leur situation. Et je pense qu'il faut effectivement aller dans ce sens-là. Et on a une dernière, alors deux actualités jurisprudentielles en matière de contrôle fiscal conduit dans le cadre d'une intégration fiscale, qu'on va peut-être pas détailler parce que c'est des cas vraiment très particuliers, notamment sur le délai spécial de réclamation, qui est ouvert à tout contribuable qui se fait contrôler et qui permet à un contribuable de présenter une réclamation en cours de contrôle, et également en matière de calcul des intérêts de retard. Mais voilà, le point sur lequel on voulait insister dans le cadre de cette présentation, c'est le fait qu'il y a quand même de nombreuses jurisprudences en matière de contrôle fiscal conduit au sein de l'intégration fiscale. Et en fait, ces jurisprudences, elles viennent souligner le fait que l'administration ne maîtrise pas toujours l'application des règles de procédure dans le cas de l'intégration fiscale, notamment du simple fait que les rappels prononcés au titre d'une filiale vont en fait impacter l'IS au niveau du groupe et vont imposer des règles de procédure ou des calculs particuliers que l'administration ne maîtrise pas toujours bien. Notamment la lettre d'information qui doit être envoyée à la société tête de groupe et qui, si elle n'est pas envoyée préalablement à la mise en recouvrement, peut constituer un vice de procédure qui fait tomber toute la procédure. Donc voilà, on voulait vous alerter là-dessus et surtout ne pas hésiter à nous consulter dans le cas particulier de contrôles fiscaux liés à l'intégration fiscale. Et je passe la parole à Charlotte qui reprend. Merci Mathieu. Sur la fiscalité internationale, donc on a différents éléments à vous présenter, que ce soit des apports de la loi de finances, mais principalement des jurisprudences. Tout d'abord, en matière de retenue à la source, un nouveau dispositif est mis en place pour les retenues à la source qui sont prélevées sur des revenus versés à des sociétés non résidentes. Vous savez que en fait, quand une société française verse, que ce soit des revenus de capitaux mobiliers, des dividendes ou des rémunérations à des sociétés étrangères, une retenue à la source en fait est pratiquée en France et ces retenues à la source sont prévues par différents dispositifs légaux. Pour se mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne, la loi de finances prévoit un nouveau dispositif de restitution partielle des retenues à la source versées sur certains revenus, puisqu'aujourd'hui, la retenue à la source est calculée sur des revenus bruts sans prendre en compte de possibles charges qui auraient été engagées pour la conservation de ces revenus. Donc, la loi de finances, en fait, permet de calculer la retenue à la source sur des revenus nets, c'est-à-dire après prise en charge de différentes charges qui auraient été prises en compte pour la conservation des revenus. Et donc, la différence entre l'imposition qui aurait été prélevée sur la base d'un revenu brut et l'imposition qui aurait été prélevée sur la base d'un revenu net peut être restituée aux contribuables. En outre, concernant spécifiquement les revenus non salariaux, il est prévu que soit appliqué directement dans le calcul de la retenue à la source un abattement forfaitaire de 10%. Pour se voir attribuer cette restitution, il faut faire une demande au service des non-résidents et cela avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit le versement de la retenue à la source. Ensuite, concernant toujours
la retenue à la source française sur des revenus étrangers. Vous savez que depuis le 1er janvier 2020, les sociétés en fait étrangères qui sont déficitaires peuvent obtenir la restitution temporaire des retenues à la source qui ont été prélevées en France. On a un arrêt du Conseil d'État du 5 novembre 2021 qui est venu préciser en fait la charge de la preuve qui pesait sur le contribuable concernant la situation déficitaire de la société étrangère. Le Conseil d'État apporte 2 précisions. La première, c'est que le caractère déficitaire du résultat de la société étrangère en fait doit être apprécié après prise en compte des dividendes qui sont de source française versés à la société étrangère. Et puis le deuxième apport, c'est vraiment sur la charge de la preuve, c'est le contribuable qui doit pouvoir justifier du caractère déficitaire de la société étrangère. Et c'est ensuite à l'administration d'apporter des éléments en sens contraire pour démontrer que la société étrangère n'était pas réellement en situation déficitaire. Ensuite, un autre arrêt, alors donc ce n'est pas lié à la loi de finances, mais un arrêt du Conseil d'État du 15 novembre 2021, Société Air Liquide, qui concerne l'imputation de crédits d'impôt étrangers dans le cadre de plus-value de cession de titres de participation étrangers. Donc, vous savez que les sociétés françaises qui réalisent des plus-values de cession de titres de participation étrangers ont la possibilité d'imputer le crédit d'impôt étranger sur l'impôt qu'elles paieraient en France. Cependant, dans la mesure où on a un régime d'exonération des plus-values de cession de titres de participation en France, vous savez qu'on a imposé seulement sur une quote-part de frais et charges de 5%. La doctrine administrative refusait la possibilité aux sociétés françaises d'imputer ce crédit d'impôt étranger sur cette quote-part de frais et charges, puisqu'elle considérait en fait que cette quote-part de frais et charges ne constituait pas une imposition, mais était là pour tenir compte des différentes charges supportées par la société française. Le Conseil d'État vient invalider la position de la doctrine administrative et énonce que la quote-part des frais et charges constitue bien un impôt et donc permet aux sociétés françaises d'imputer les crédits d'impôt étrangers sur cette quote-part de frais et charges. Donc, ce qui veut dire qu'on pourra, dans le cadre si ces dernières années, vous avez eu vous n'avez pas pu imputer ce crédit d'impôt étranger du fait de la doctrine administrative sur les QPFC, on pourra faire des réclamations pour demander cette imputation. On peut se poser la question de quelles vont être les conséquences de cet arrêt sur les dividendes, puisque vous savez que c'est un arrêt du Conseil d'État qui avait jugé que le crédit d'impôt étranger relatif à des dividendes versés à la société française ne pouvait pas s'imputer sur la quote-part de frais et charges. On peut se demander en fait si cet arrêt aura des conséquences en matière de dividendes. Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Ensuite, on va passer à la problématique des prix de transfert. Donc, pas de nouveauté cette année dans la loi de finances. En revanche, un arrêt intéressant du Conseil d'État du 4 octobre 2021 qui vient préciser la notion d'entrepreneur principal et notamment dire que cette notion n'est pas un critère déterminant pour refuser en fait la déduction de pertes au niveau des sociétés qu'on dit routinières. Le cas était le suivant. En fait, une entité de production en France vendait des produits à des entités de distribution à l'étranger. Et l'administration fiscale, constatant que l'entité de production réalisait des pertes, a considéré que les prix de vente des produits de l'entité de production en France vers les entités de distribution à l'étranger n'étaient pas de pleine concurrence, dans la mesure où l'entité de production n'était pas l'entrepreneur principal du groupe, elle n'avait pas vocation à réaliser des pertes. Le Conseil d'État, en fait, vient rappeler qu'il ne suffit pas de se référer à la notion d'entrepreneur principal pour considérer qu'une entité ne peut pas réaliser des pertes. Il faut aller plus loin dans la réflexion et réaliser une analyse fonctionnelle fournie pour comprendre quelles sont exactement les fonctions exercées par une entité et quels risques elle assume. Même si elle n'est pas l'entrepreneur principal, elle peut quand même exercer des risques et des fonctions
qui aboutissent à lui faire supporter des pertes. Au cas d'espèce, l'entité de production n'avait pas simplement, ne se limitait pas à fabriquer les produits, elle supportait en plus un risque de développement des nouveaux produits et d'autres risques opérationnels qui, selon le Conseil d'État, en fait, pouvaient l'amener à réaliser des pertes. Donc, cet arrêt, en fait, conforte vraiment notre idée, nous, qu'on met en avant quand on vous accompagne dans la mise en place d'une politique prix de transfert, qui est vraiment de réaliser une analyse fonctionnelle poussée pour voilà, vraiment allouer le profit à une entité qui correspond exactement aux risques et fonctions assumés. Je vais passer la parole à Philippe, qui va vous parler de la réforme de la fiscalité internationale. Oui, je vais aller assez vite sur ce thème, parce que peu d'entre vous sont concernés finalement, du moins à court ou moyen terme. Mais je pense que c'est très intéressant pour votre culture fiscale et on est responsable de votre culture fiscale, donc il faut vous le dire. En fait, c'est une évolution qui est très en profondeur dans la fiscalité internationale et qui change vraiment le paradigme général en matière de fiscalité internationale. Donc, c'est très, très important. Vous savez que la France a été en tête de pont sur la taxation, notamment des GAFA, pour dire quelque chose de très simple, c'est que le point des GAFA, c'est qu'ils exercent leur activité hors de France, c'est qu'ils ont leur centre de décision hors de France, ils ont leurs principaux actifs et les principaux vecteurs de valeur ajoutée hors de France, mais en même temps, la France est un gros marché pour eux, ils vendent énormément en France, ils ont énormément besoin de la France, puisque c'est un gros marché. Et la France en tire la conclusion que il faut trouver en fait un moyen, il faut trouver un outil pour que ces GAFA payent un impôt en France, même si ils ne sont pas, ils sont pas présents en France, même s'ils n'ont pas leurs actifs générateurs de valeur ajoutée et donc de bénéfices en France. Et ce qui a été proposé par le ministère des Finances en France et qui est toujours en place, c'est une taxe sur les services numériques qui est de 3% des revenus en France et qui permet effectivement de taxer les GAFA sur leurs activités en France. Cette taxe, bien sûr, elle pose question parce qu'elle est pas compatible avec tous les principes de fiscalité internationale qui sont basés, pour ceux d'entre vous qui pratiquent un peu l'international, qui sont basés sur la localisation des éléments qui concourent à l'activité et leur taxation en fonction de la valeur ajoutée qui est générée par ces activités. Donc en France, s'il n'y a pas d'actifs de valeur ajoutée, il n'y a pas de raison d'avoir du profit taxable. Donc cette prise de position de la France et d'autres États européens, si on synthétise les vieux États riches qui sont devenus surtout des États de consommation, toutes ces réflexions en fait ont amené l'OCDE à poser une réflexion globale sur la réforme de la fiscalité internationale. Et cette réflexion est allée très vite et très fort et très loin, puisque dès cette année, dès 2021, on a une adoption par la plupart des pays de l'OCDE d'un nouveau cadre qu'on appelle le cadre inclusif, qui comporte deux piliers principaux qui changent vraiment la donne en matière de taxation des opérations des groupes internationaux. Alors je vais commencer par le pilier numéro 2, peut-être le plus simple, qui est un accord sur un taux minimum d'imposition. C'est-à-dire qu'on considère que dans chaque État où un groupe est présent, il faut un taux minimum d'imposition, un taux d'imposition effectif minimal qui est de 15%. Et ça s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 millions d'euros. Donc ça, c'est peut-être le plus simple à comprendre. Le pilier numéro 1, qui est plus compliqué, c'est en fait une véritable réforme de la répartition des résultats taxables
au sein d'un groupe dans les différents pays où il exerce. C'est-à-dire, encore une fois, on va suivre la proposition de la France et de ses partenaires et on va considérer qu'il est normal, il est légitime que les états de consommation, ce qu'on appelle les juridictions de marché, aient droit à une partie du bénéfice taxable du groupe, même si le groupe n'a pas réellement d'activité dans ce pays-là. Il n'a pas réellement d'activité au sens de la fiscalité, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'installation fixe d'affaires, mais il vend sur son marché. Et le simple fait de vendre sur un marché, ça va déclencher une imposition, une allocation du profit du groupe à ce marché. Alors, le profit qui est attribué à ce marché, il est déterminé de façon un peu compliquée parce que on parle d'entreprises qui ont une rentabilité supérieure à 10% et on va répartir en fait une partie de la rentabilité qui excède en fait ce seuil de 10%. Et cette partie de la rentabilité qui sera réallouée aux juridictions de marché, elle pourrait être, d'après ce qu'on dit, entre 20 et 30%. Entre 20 et 30% de l'excès. Donc en fait, peut-être que ça aboutit à des montants qui sont pas si importants, ou peut-être qu'ils ne vont concerner que les plus grosses entreprises mondiales, puisqu'on parle là des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 20 milliards d'euros. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que c'est une véritable révolution en matière de fiscalité internationale, puisque on va à l'encontre de tous les principes qui ont été construits par l'OCDE durant ces dernières dizaines d'années, et on attribue encore une fois un impôt, une part de bénéfices taxables à des pays qui ne sont que le lieu de consommation. Donc c'est ce qu'on dit depuis plusieurs années, hein, c'est la tendance, en tout cas c'est la volonté des pays comme la France, c'est de transformer une partie de l'impôt sur les sociétés en impôt sur la consommation. C'est-à-dire on va chercher l'impôt sur le lieu de consommation, puisqu'on se rend compte que notamment en France, on est surtout un pays de consommation. Donc c'est un raisonnement d'opportunité qui change toute la donne de la fiscalité au niveau mondial. Donc c'est un véritable bouleversement. Vous êtes peu concernés pour l'instant, mais il y a fort à parier que vous le soyez dans les années prochaines, puisque je pense que c'est une évolution qui est profonde et qui va forcément avoir un impact sur toutes les entreprises, peut-être à très long terme, mais qui va se généraliser. Bon, je ne vais pas beaucoup plus loin, j'ai déjà été trop long, je pense. Je pense qu'on est arrivé à la fin de la présentation, ou presque, puisqu'Amaury voulait vous dire un mot sur quelque chose qui nous tient à cœur, qui est notre secret professionnel. Je te passe la parole, Amaury. Oui, on termine donc par cette information qui nous concerne directement, nous les avocats. Les avocats conseils, hein, c'est la distinction qui est portée par la vote pour la confiance dans l'institution judiciaire entre le secret professionnel de défense et le secret professionnel du conseil. Donc c'est une brèche hein, sur évidemment ce secret professionnel qui est évidemment très important pour notre profession et pour nos échanges avec nos clients. Hein, on a vocation, nous, à continuer à se battre pour que nos échanges avec nos clients soient le plus sécurisés possible. Alors, bien entendu, le développement de la lutte contre la fraude fiscale, la corruption et le financement du terrorisme vont dans le bon sens. Mais c'est vrai que la profession a été émue par cette brèche dans notre secret professionnel, donc qui est intervenue à l'occasion d'un amendement du gouvernement en fin d'année, après une grosse pression des magistrats. Voilà, donc il y a eu quelques allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour arriver à un petit compromis. Donc, en tout cas, toutes les procédures d'enquête aujourd'hui
qui portent donc sur la fraude fiscale, la corruption et le financement du terrorisme sont susceptibles de porter aujourd'hui atteinte au secret professionnel qui ne serait plus opposable. Enfin, c'est là où ça nous inquiète parce que c'est vrai que les juges, en tout cas c'est notre sentiment, ne sont pas forcément très bien préparés à la chose fiscale. Hein. Et notamment, on le voit de plus en plus, un mélange entre la notion de fraude fiscale et de la simple optimisation fiscale, hein, ce qui n'est évidemment pas du tout la même chose, ce qui n'est pas répréhensible. Et c'est ça qui peut nous inquiéter. Voilà. Et puis la deuxième information, on avait déjà eu aussi une secousse avec donc la directive d'Axis, hein, qui nous oblige, dès qu'on a des soupçons de mise en place de schémas de planification fiscale agressif, de porter un soupçon sur nos clients et puis de le déclarer à l'administration. À la suite d'un recours de la profession, le Conseil d'État a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, puisqu'il considère, et ça va évidemment dans le bon sens, que cette déclaration de soupçon est une ingérence dans notre secret professionnel. Voilà. Et voilà, donc nous, on va évidemment continuer à être vigilants sur ces sujets-là. J'ai une très bonne question, très pied dans le plat, là, qui est posée par Frédéric sur les management packages, qui a compris qu'après les arrêts du Conseil d'État du 13 juillet, on était bien poussé dans nos corners pour mettre en place l'ingénierie des management packages. Alors, donc, il nous pose la question, qu'est-ce qui nous reste après ces arrêts, puisque tout est remis en cause. Alors, juste des précisions sur le contexte. Donc, l'arrêt du Conseil d'État, effectivement, du 13 juillet est très important puisqu'il clôt le débat en matière fiscale, puisque c'est un arrêt de plénière. Hein. Donc, ce sont plusieurs chambres du Conseil d'État qui se sont réunies pour prendre cette décision. Donc, effectivement, c'est la fin du match sur certains sujets en matière de management package. Après, il nous reste quand même, et c'est gros sujet pour les entreprises hein, qui sont sous LBO, il nous reste quand même la position de la Cour de cassation pour tout ce qui est cotisation sociale, hein, puisque le gros risque pour l'entreprise, c'est la requalification du management package en salaire qui, évidemment, va entraîner cotisation patronale et salariale. Bon, donc il faut qu'on attende de la position également définitive de la Cour de cassation, même si on n'a pas de très grands espoirs, puisqu'on a déjà eu un arrêt barrière il y a quelques années sur un sujet de BSA qui avait aussi requalifié les management packages en salaire, mais de manière assez automatique. Voilà, donc après cette jurisprudence, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste des dispositifs légaux, les AGA, hein, les attributions gratuites d'actions, et puis les BSPCE, donc, qui concernent les entreprises qui ont moins de 15 ans, qui sont des dispositifs légaux donc, dans lesquels on peut s'inscrire. Après, ça c'est une démarche aussi de la pratique. Est-ce qu'on peut étendre ces fameuses AGA à ce qu'on appelle des AGADP, hein, donc un plan d'action qui donnerait droit à des actions de préférence, hein, et ces actions de préférence donc préciseraient les conditions dans lesquelles investisseurs et managers peuvent se partager leur plus-value. Alors c'est une bonne piste, mais évidemment il faut être prudent, puisque c'est vrai qu'on s'inscrit du coup dans un régime légal, donc on peut se dire qu'on est protégé, mais bien entendu il faut toujours avoir à l'esprit la notion d'abus de droit, et qu'on ne vienne pas nous dire qu'on a utilisé ce régime légal pour des motifs essentiellement fiscaux.
mais c'est une piste. Une autre piste aussi qu'on retire de la jurisprudence Wendel, notamment lorsqu'il y a une interposition d'une société entre le manager et la société holding qui porte le LBO. C'est vrai que le Conseil d'État a quand même retoqué l'administration en disant qu'il fallait bien tenir compte de la personnalité morale de la société. Hein, c'est un être juridique. Et sauf à ce que l'administration remette complètement en cause l'existence de cette société, qu'elle arrive à démontrer qu'elle est complètement fictive, il faut tenir compte de la personnalité morale. Voilà. Donc, ça peut être une piste, hein, mais à ce moment-là, je pense qu'à ce moment-là, il faut bien mettre les pieds dans le plat. Et la société qui est interposée, je pense notamment peut-être à des Manco, paye l'impôt sur les sociétés sur l'avantage, hein, qu'on ne reste pas forcément dans une qualification de plus-value d'action du profit qui serait réalisé à la sortie du LBO. Mais peut-être un profit BIC classique et qui serait taxé à l'IS au taux de 25%. Et ce qui permettrait, à mon sens, de pouvoir au moins nous protéger du risque URSSAF. Mais en tout cas, c'est aussi évidemment très important sur la documentation. Vous avez vu ce que vous a dit Charlotte tout à l'heure. Évidemment, là, on a de nombreux avocats en droit des sociétés qui nous écoutent. C'est vrai qu'il faut être très, très vigilant sur la rédaction de nos actes. Mais si tu me permets, Amaury, ça veut dire en tout cas que les management packages ne sont pas morts et ils sont nécessaires et il n'y a aucune raison de pas en faire puisqu'ils sont nécessaires dans le cas des transactions et dans le cas des LBO. Donc il ne s'agit pas de plus les faire. Mais c'est vrai que comme dit Amaury, il faut se poser les bonnes questions sur le plan technique. Il faut accepter aussi peut-être un certain niveau de risque qu'il faut définir ensemble. Et puis de toute façon, il va y avoir une réforme législative. C'est-à-dire qu'on sait tous que le législateur va intervenir sur ce sujet. C'est une question de temps. Et ce qu'on espère, c'est qu'il intervienne le plus tôt possible pour qu'on soit moins dans un domaine incertain. Est-ce que il y a d'autres questions? Je n'en vois pas pour l'instant. Donc il est 10h03. Donc on a tenu le timing et c'était une gageure de présenter cette loi de finances et toute l'actualité 2021 en 1h30. Donc j'espère que ça vous a plu. On a été très vite bien sûr, hein, puisqu'on a surfé sur les sujets. Mais vous savez où nous trouver pour nous poser les bonnes questions. Donc, on reste à votre disposition sur tous ces sujets. On vous remercie de votre attention. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir.